Bienvenue ici sur ce salon SME. 10 000 entrepreneurs, c'est un rendez-vous exceptionnel, une énergie folle qui est partagée ici et des choses très pragmatiques également, car il en faut des rencontres avec des marques telles que Google, Instagram, Microsoft, Orange et surtout une rencontre exceptionnelle avec Pauline Léniaud. Bonjour, Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vais essayer de résumer votre vie, mais il me faudrait 2h30, une entracte au milieu et des pop-corn. À la base, on commence sur des choses très classiques, élève de l'école normale supérieure, HEC. Et puis à 27 ans, que se passe-t-il? Vous vous dites non, ça m'intéresse Je pas, craque. je craque. Moi, j'ai envie de faire des choses que j'aime. J'ai envie de me lever le matin et de vivre de ma passion. Et donc, du coup, vous avez abandonné le service public. Tout Et à là, fait. tout le monde se dit en train de regarder l'écran et se dit mais comment a-t-elle fait? Pourquoi? Et en tout cas, vous avez créé une très belle marque aujourd'hui. Vous l'avez créée en 2011 avec votre mari et votre beau-frère, la joaillerie Gemio. Comment est venue? Pourquoi la joaillerie? Parce que vous êtes une créatrice, que vous aimez les belles choses. En fait, alors oui, je me le suis découvert, mais ce qui est drôle, c'est que je m'en suis rendu compte après. Il n'y avait peut-être pas de hasard, mais je ne le savais pas. Moi, je voulais créer une entreprise. Mon cheminement, c'était que voilà, je m'étais lancée dans le service public, un peu pour les mauvaises raisons, pour faire plaisir, parce que j'étais bonne élève, etc. Et en fait, quand j'ai découvert que c'était pas ce que je voulais, j'ai craqué, comme je disais, et donc j'ai claqué la porte à tout ça. Je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait dans la vie, c'était l'aventure, c'était le risque, c'était la création, c'était de créer des choses, de voir les effets de mes actions. Et je me suis rendu compte que le seul métier pour faire ça, enfin en tout cas le plus beau métier pour faire ça, c'était certainement d'être entrepreneur. Et le problème, c'est que j'avais strictement aucune idée de comment on faisait pour être entrepreneur, comme peut-être Comment ça certaines marche? personnes qui sont là, comment ça marche. Et donc, j'ai refait des études derrière de commerce. Mais finalement, c'est pas tellement ça qui m'a donné l'idée de Gemio, c'est tout simplement une histoire personnelle. Quand mon compagnon de l'époque m'a demandé de l'épouser, on n'avait pas de bague de fiançailles et donc on a été chez plein de joailliers et on a été déçus par l'expérience. On voulait que ce soit vraiment un moment de partage, un moment de complicité à deux. Et en fait, c'était magnifique, mais c'était horriblement cher. On avait l'impression que ça s'adressait plus sincèrement à des riches arabes, russes, chinois qu'à des Français. Et donc on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de créer une marque de joaillerie, mais plus jeune, plus audacieuse, où vraiment en fait l'achat d'un bijou devienne un moment de plaisir, où le rapport qualité-prix soit meilleur aussi. Voilà, juste redonner entre guillemets ces lettres de noblesse à la joaillerie, redonner aux Français l'envie de porter des bijoux. Et donc c'était un peu ça l'idée de base, mais j'avais pas du tout même d'héritage dans ma famille joaillier. Enfin, je connaissais rien du tout à ce secteur. Ouais. Donc vous ne connaissez rien à l'entrepreneuriat, vous ne connaissez rien à la joaillerie et vous vous attaquez à un univers qui est quand même extrêmement codifié, en place depuis des centaines d'années. Là, du coup, pour quelqu'un qui aime le goût du risque, je suppose que vous avez Tout à fait. été comblé. Je dis souvent quand on est entrepreneur, il faut être un peu inconscient. Je pense qu'on était très inconscient et très honnêtement, si je le refaisais aujourd'hui, je dis pas que je referais pas la même chose parce qu'au final c'est un succès et voilà. Mais je pense que voilà, il y a une phrase que j'aime bien qui est ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est un peu ce qui nous est arrivé sincèrement et quand j'y pense, les marques de joaillerie les plus connues sont en général des marques qui existent depuis 200 ans, Bien sûr. qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui ont investi des millions et des millions, des milliards parfois d'euros en termes de développement. Et nous, en fait, trois petits jeunes qui avions rien, on a mis 1000 euros dans l'entreprise à la base, on venait pas du secteur, c'était complètement fou. Mais du coup, c'est ça qui nous a aussi forcé à penser les choses à l'envers, comme on avait des contraintes Pensez financières. différent parce On a que vous été n'aviez pas obligé les mêmes. exactement de complètement repenser le business model de la joaillerie parce qu'on n'avait pas de moyens, tout simplement. Quelle a été la principale difficulté que vous avez rencontrée au début? Alors au tout début, je dirais que la principale difficulté, c'était que le secteur de la joaillerie, comme vous l'avez très bien dit, c'est particulier parce que c'est très secret. Il y a des problèmes de sécurité. Et donc en fait, trouver des ateliers qui acceptent de travailler pour nous. Nous, on savait qu'on voulait fabriquer en France, et c'est le cas encore aujourd'hui, on fabrique 100% en France, mais personne ne voulait travailler avec nous. Et là, je donne souvent ce conseil et cet exemple, c'est qu'en fait, je pense que j'ai dû appeler 150 ateliers différents avant d'avoir une personne qui me dise oui. Et à chaque fois, j'avais mon mari et mon beau-frère qui sont aussi des entrepreneurs géniaux, mais je pense qu'ils sont moins complètement inconscients que moi, qui disaient mais pourquoi tu comptes. En fait, il faut s'arrêter, quoi, ça Ouais. va jamais marcher. Et moi, je disais non, mais il en suffit d'un, je vais réussir, on va en trouver un. Et en fait, je savais que même si c'était pas forcément pérenne et avoir un seul atelier à terme, ça serait pas envisageable, qu'il suffisait pour se lancer d'un coup de chance. Et c'est ce qui s'est passé. On a une personne, sincèrement, qui a fait un pari pour nous, un pari d'entrepreneur, qui a dit moi, je vous aime bien, je vous trouve sympa, j'aime bien votre démarche, je vais vous faire confiance et je vais vous aider à fabriquer vos bijoux en France. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et pendant quasiment 1 an et demi, en fait, nous n'avions que cet atelier. Et ensuite, de fil en aiguille, on a réussi à en avoir d'autres. Donc ça a La été très crédibilité difficile est au début. arrivée. Exactement, savoir Et s'accrocher. exactement. Alors, il n'y a pas que la joaillerie dans la vie.
il y a le podcast aussi. C'est vrai. Comment c'est venu cette Alors, idée? Parce qu'on va donc rappeler, vous avez fait un podcast qui au départ s'appelait La Crème de la Crème Tout à fait. et qui finalement s'est appelé Le Gratin. Ouais. L'idée centrale, c'est de découvrir, de partager, d'échanger autour de personnes qui ont des valeurs sans doute proches des vôtres, qui font des choses exceptionnelles. Un pilote de Mirage 2000. Ouais. Enfin, des choses vraiment très variées. On n'est pas dans l'univers de l'entrepreneur qui parle entreprise avec un entrepreneur. On n'est pas sur BFM Business, c'est clair, on en est même très très loin. On est dans énormément de bienveillance. Comment est venue l'idée de ce podcast? Alors plusieurs choses. Déjà, je pense qu'à titre personnel, ça faisait 6 ans que je travaillais pour Gemio et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. J'essaye d'être un peu créative et en fait, au bout d'un moment, je dis pas que je tournais en rond, mais j'avais besoin de trouver une inspiration extérieure. J'avais besoin de me ressourcer et en fait, je l'ai fait en allant parler à des personnes que j'admirais, en leur demandant comment ils avaient fait, qu'est-ce qui les inspirait, etc. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment dommage de ne pas partager en fait tous ces enseignements que j'appliquais à moi-même. Je pourrais aussi partager avec d'autres personnes. Aussi lors de conférences, typiquement là, le salon SME, en fait, à chaque fois, j'apprenais plein de choses, je trouvais ça hyper intéressant et je disais, finalement, c'est dommage, il n'y a que les personnes qui sont présentes ou qui vont suivre sur le live Twitter, etc., qui vont en profiter. Donc, pourquoi ne pas utiliser mon réseau qui commence à être important pour donner la parole à d'autres personnes et vraiment, en fait, au travers de mon regard d'entrepreneur, essayer vraiment de comprendre quelles ont été leurs démarches, leur processus de pensée. Moi, c'est vraiment ça qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on prend la décision de quitter sa boîte pour créer une entreprise. Comment est-ce qu'à un moment donné, on décide, je ne sais pas, d'avoir des enfants? Comment à un moment donné, on décide au contraire d'arrêter parce qu'en fait, on n'en peut plus, c'est trop difficile. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Le Gratin et ça s'appelle comme ça parce que j'essaye d'interviewer des personnes exceptionnelles dans un domaine qui vont nous parler de leur succès. Et le succès, j'aime pas tellement ce mot-là parce que souvent ça a une connotation un peu négative, très financière. Pour moi, en fait, ça peut être beaucoup plus large que ça. C'est vraiment en fait prendre le temps d'apprécier le fait qu'on a réussi à atteindre ses objectifs. Et donc en effet, le pilote de Mirage 2000, il gagne pas particulièrement bien sa vie, mais il sait qu'au quotidien, il fait des choses exceptionnelles, il vit de sa passion. Et enfin, pour moi, en fait, c'est ça qui est inspirant. Et je constate que les personnes qui écoutent Le Gratin sont dans cette démarche justement de vouloir toujours progresser, toujours avancer et toujours apprendre. Donc ça me fait assez plaisir en tout cas, vous avez bien progressé et bien avancé, puisque la petite fille qui, par timidité, avait du mal à lire un texte en classe, elle est loin aujourd'hui. Elle est loin, elle est toujours un peu là, hein, vous savez. Je reste quelqu'un de réservé en vérité, mais oui, j'ai appris à parler en public. Et puis surtout, je pense que j'aime bien toucher les gens un peu dans leur cœur et j'aime bien faire en sorte qu'ils vraiment ils soient touchés, qu'ils en retirent quelque chose à titre personnel. Et ce que j'aime bien avec ce média du podcast, c'est qu'en fait, comme vous avez une voix, c'est assez intime finalement quand on l'écoute. C'est une conversation qui est réelle avec quelqu'un où moi-même j'apprends des choses et moi-même parfois j'ai été très émue. Par exemple là j'ai j'ai Augustin de Michel et Augustin que j'ai interviewé qui va sortir dans un prochain épisode, qui me parle de qu'est-ce que ça fait d'avoir une petite fille atteinte de trisomie 21. C'est des sujets lourds, c'est pas du tout entrepreneurial, mais sincèrement vous ressortez de là, je vous assure, vous savez qu'en fait votre vie va être différente, quoi. C'est vraiment impactant et du coup j'aime bien en fait apporter cette sincérité aux personnes qui écoutent. On boucle la boucle, vous avez fait les choses avec le cœur. Tout à fait. Pauline Léniaud, merci infiniment d'être venue sur notre plateau. On se retrouve, quand je vous disais qu'il y avait énormément de bienveillance, énormément d'énergie positive, nous sommes bien sur le salon de la micro-entreprise. Je ne vous ai pas menti, vous en avez eu la démonstration. À très bientôt.